qui va répondre, qui vise à essayer de répondre à un certain nombre de questions qui se sont posées autour de l'intermittence et qui ont été évoquées aux ouches, qui est la flexibilité de la demande électrique. Donc on voit que si on développe les énergies variables intermittentes, on a un problème d'adéquation offre-demande qu'on essaye de résoudre en disant qu'il faudrait du stockage, qu'on n'a pas. Et une alternative qui est très peu étudiée, c'est celle de se dire, eh bien, on va produire ce qu'on produit, on va en produire quand il y a du vent et quand il y a du soleil, etc. Et puis on va essayer d'adapter la consommation à la production. Alors, en partie, évidemment, parce que ça va marcher quand même dans les deux sens, mais essayer d'aller un tout petit peu vers une flexibilité de la demande électrique fait partie des solutions qu'il faut creuser, et on est en train donc de regarder quelles sont les conditions pour arriver à développer ce pan de la solution. Et Alexandre va nous faire une petite présentation de l'enjeu. Alors, la petite présentation de l'enjeu et où on en est du travail à l'heure actuelle. Bonjour, on a réglé les problèmes de logistique, j'espère. Donc c'est un dossier qu'on est en train d'ouvrir, donc sous forme d'un GT, au sein du Shift. Le cadrage qu'on donne pour notre dossier, on se donne un périmètre très précis, parce que le dossier est évidemment immense. Donc côté périmètre physique, on va se restreindre à la France métropolitaine, on ne traitera pas des îles, qui sont des cas très très particuliers sur la gestion électrique. On reste sur un périmètre en termes de clients ou de consommateurs qui sont l'habitat et le tertiaire diffus. La flexibilité sera regardée uniquement à ce point de vue-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. D'accord. Donc on n'ira pas voir les moyens de stockage, en particulier de grande capacité, de type STEP, etc. On se fixe un horizon temporel pour étudier ce dossier, un horizon temporel qui est constitué entre 2025 et 2030, donc pas trop près, parce qu'il faut quand même qu'on ait le temps de faire de l'innovation, et pas trop loin, pour qu'on reste un petit peu réaliste. Et l'objectif, c'est de sortir un livre blanc pour septembre 2014. Voilà. Et ça ne marche pas. Si. Alors, qu'est-ce que c'est que le système électrique qu'on étudie dans notre dossier ? Le système électrique, vous devez tous savoir ça, j'imagine, mais bon, je vais revenir dessus. C'est d'une part des producteurs d'électricité à partir de différentes sources, qui peuvent être des barrages, des centrales nucléaires, des centrales au charbon. Il y a un petit jeu, laquelle est une centrale nucléaire, laquelle est une centrale au charbon sur le schéma, qui sont maillés dans un réseau lui-même maillé, qui sont reliés à un réseau maillé. Ce réseau est relié à un système électrique européen. Ça, c'est le réseau de transport. Et vous avez un réseau de distribution, ensuite, qui est qui a une autre forme, qui est en forme d'arête de poisson, sur lequel vous avez des énergies renouvelables, sur lesquelles sont connectés les petites fermes, les petits producteurs de petites fermes éoliennes ou les producteurs photovoltaïques ne sont pas reliés au réseau de transport, mais reliés au réseau de distribution. Donc vous avez cette partie acheminement d'électricité, les producteurs, l'acheminement, les consommateurs d'électricité, qui sont pour certains très heureux, comme vous pouvez le voir sur le dessin, et qui utilisent l'électricité pour se chauffer, pour s'éclairer ou des usages domestiques, et pour des usages liés au MTIC, ou des usages commerciaux pour travailler, tout simplement. Et il y a un quatrième acteur qui n'apparaît pas sur ce schéma-là, qui sont tous les acteurs de marché qui permettent de commercialiser et qui en fait sont essentiels dans le système, qui commercialisent la production d'électricité auprès des consommateurs. Alors ils commercialisent de l'électricité, mais aussi toute une panel de choses comme de la disponibilité, du backup, etc. De la fréquence, il y a plein de choses qui peuvent être vendues. Les enjeux associés au dossier, donc on a des enjeux liés au CO2, qui sont évidemment, quand on a un déséquilibre, équilibre production-consommation, on verra un peu plus loin en détail toutes les sources de déséquilibre. Aujourd'hui, on compense ces déséquilibres par d'autres moyens de production qui sont fortement émetteurs de CO2. Alors souvent, quand même, on démarre des moyens thermiques. Il y a un deuxième enjeu qui est l'impact des déséquilibres. D'une part, l'impact financier pour le système électrique, parce que ces moyens de production complémentaires qu'on va mettre en œuvre ont un coût de production
très élevé par rapport aux moyens qu'on utilise en base. Il y a un enjeu sur la sécurité d'approvisionnement. Les acteurs économiques ont besoin d'une sécurité d'approvisionnement. Imaginons qu'on perde l'électricité tout de suite maintenant, et ben on perdra tous beaucoup de temps, ça coûte de l'argent. Imaginons qu'on perde l'alimentation d'électricité du métro, vous imaginez, du métro parisien, imaginez le coût que ça a pour le système économique. Tout ça, c'est un enjeu, et on a un enjeu important de sécurité d'approvisionnement. Et pas oublier un enjeu de sécurité des personnes. De la même manière, on peut, alors le cas caricatural, la personne hospitalisée chez elle, qui est de plus en plus fréquent. Si on perd l'alimentation, il faut que je parle plus fort. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas une voix de stentor. La sécurité des personnes, il faut qu'on garantisse l'approvisionnement électrique des gens. Donc voilà les deux grands enjeux associés à ce dossier. Alors, l'équilibre du réseau. À chaque instant, je pense, pareil, on en a parlé un peu tout à l'heure, l'énergie mise à disposition sur le réseau doit être égale à l'énergie consommée sur le réseau. Le réseau n'a pas de moyen de stockage intrinsèque. On doit soit apporter des moyens de stockage massifs, en dehors du champ de notre dossier, soit le consommateur doit adapter sa consommation à la production. Soit on adapte la production à la consommation. Alors historiquement, qu'est-ce qu'on avait comme aléas? Les aléas historiques sur ce système électrique étaient liés soit à la consommation, il fait froid, là il faisait particulièrement froid ce jour-là. L'avantage de cet aléa, oui, on n'aimerait pas gratter le pare-brise ce jour-là, hein, il y a du boulot quand même. L'aléa de température est un aléa qui est relativement prévisible, qui ne pose pas beaucoup de problèmes aux producteurs, puisqu'il arrive à le prévoir. La difficulté, c'est d'avoir les moyens de production adéquats. Mais ça, c'est un dimensionnement d'ingénierie, ça coûte cher, mais on sait faire globalement. Les aléas technologiques, c'est plutôt l'outil de production qui tombe en panne. Ça ne prévient pas, mais ça a l'avantage d'être peu fréquent. Et par contre, la remise sur réseau de l'outil de production est planifiée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cassé la machine, qu'on va la réparer, on met un certain temps, mais on sait dire le temps que ça va durer, la réparation. Les producteurs savent très bien faire ça. Alors on a des nouveaux aléas qui apparaissent sur la partie production. On a parlé tout à l'heure des ENR. Toutes les ENR n'introduisent pas des variations dans la production, mais il y en a deux importantes dont on parle ici, qui sont l'éolien et le photovoltaïque, qui impliquent des aléas de production importants et une irrégularité de la production importante. Cette irrégularité a deux inconvénients. D'une part, elle est fréquente. Là, vous avez la courbe sur une semaine de production d'un parc éolien du sud de la France. On voit que ça évolue entre 0% de la puissance installée et 80% de la puissance installée à peu près. Et ça va relativement vite. Et c'est évidemment complètement décorrélé. Pardon. C'est évidemment complètement décorrélé du besoin qu'a le consommateur. Le photovoltaïque a un avantage, c'est qu'il est un petit peu prévisible. On est sûr qu'il n'y a pas de soleil la nuit. Par contre, dans la journée, on a une courbe en cloche, comme ça, qui elle-même subit un certain nombre d'aléas, et qui a une autre difficulté, c'est que sa pointe de production ne coïncide pas avec la pointe de consommation. Puisqu'en fait, on a beaucoup de soleil le midi, l'été, et que le pic de consommation en France est plutôt l'hiver à 19h, donc la nuit. Donc on n'a pas de corrélation entre les deux. Entre la consommation, ce qui fait qu'on a besoin d'une flexibilité quand on introduit ces deux systèmes-là. Alors aujourd'hui, ça se passe bien parce qu'en fait, on a 7000 MW, 7500 MW en 2012 d'installés d'éolien en France et 4000 MW crête de photovoltaïque d'installés en France. Donc ça fait que sur les 100 000 MW qui sont installés en moyen de production en France, ça reste marginal et le système arrive à absorber ces effets-là globalement sur la France. Alors on pourrait se dire, l'autre... J'essaye de faire tourner, mais là, voilà. L'autre point qu'on pourrait se dire, c'est oui, mais tout ça sur la plaque France, quand je vais mélanger tout ça, statistiquement, ça va se lisser et ça va faire quelque chose de propre. Alors, c'est un peu les courbes qu'a montré Jacques juste avant. Il m'a cassé mon effet, mais bon.
Ça, c'est la production de la France, sur la France, de l'ensemble éolien plus photovoltaïque sur 6 mois, sur les 6 premiers mois de 2012. On voit que ça oscille entre, pareil, 0% et à peu près 80% de la puissance installée. Ça oscille relativement rapidement. C'est une bête addition de tout ce qui est produit. Et c'est encore une fois difficilement prévisible. Et ça pose des difficultés sur le réseau, pas encore parce que c'est en faible valeur. Néanmoins, les projections qu'on fait et les volontés qu'il y a sont les suivantes. C'est-à-dire, là, on a la capacité de production qui est installée en 2012. Les cibles 2030 sont ici. Là, vous avez 3 scénarios. Un scénario RTE médian, dit médian, un scénario fait par le RTE nouveau mix, et un scénario fait par l'ADEME. Donc, les amplitudes que vous voyez de pic vont être multipliées par 6. L'élasticité du système va devoir... la flexibilité du système doit avoir encaissé des pics qui vont être 6 fois plus hauts, mais avec la même rapidité. Voilà ce que ça veut dire. Donc on va revenir à notre problématique d'énergie à disposition et égale énergie consommée. La question maintenant, ça va être côté énergie consommée. Comment se passe l'énergie consommée? L'énergie consommée dans le système, là vous avez la montagne de charge. C'est sorti d'un document de RTE, que je trouve assez joli, qui montre, vous avez en profondeur les heures de la journée, en abscisse les jours, et puis en ordonnée les puissances. Et vous voyez que la puissance monte relativement rapidement sur la consommation. Cela, ça se passe entre le 1er décembre et le 23 février 2012. 1er décembre 2011, 23 février 2012. Et on a des pics comme ça de consommation, avec un pic maximal qui va se situer à 106 000 MW. Là, c'était au mois de février 2012, qui était un record de consommation lié aux températures et tous les aspects de consommation qui peuvent être associés. Alors, jusqu'à présent, on avait des gisements de flexibilité dans le système. Le système a été quand même relativement conçu pour encaisser tous ces gisements de flexibilité. Il y avait 2 grands zones de flexibilité qui est introduite d'une part, alors c'est pas une pub pour l'ITO, que je ne connais même pas cette entreprise, et en plus c'est un ballon thermodynamique, donc c'est pas réellement un bon choix, mais l'image était jolie. Donc soit les ballons d'eau chaude qui servent à lisser par le dispositif heure pleine, heure creuse, et le dispositif EJP peuvent servir, mais plus heure pleine, heure creuse pour les ballons d'eau chaude, à absorber cette flexibilité, notamment la nuit, quand on a beaucoup de production la nuit et peu de consommation, parce que l'activité économique est faible. Du coup, on chauffe l'eau, on en profite pour chauffer l'eau à moindre coût, et ça arrange tout le monde. Deuxième source de flexibilité, c'est la source de flexibilité faite par les entreprises, où les entreprises ont des contrats. On peut leur passer des contrats comme quoi elles s'effacent du réseau pendant un moment quand il y a trop de tension sur le réseau. Alors ce contrat, la difficulté, c'est que ces 2 gisements de flexibilité sont en baisse. Sur les contrats pour les entreprises, là vous avez le gisement historique de flexibilité, d'effacement, donc l'effacement par les entreprises. C'est en mégawatts. On voit qu'en 1996, on avait à peu près 6 gigawatts. On pouvait effacer 6 gigawatts sur contrat, parce qu'il y avait des contrats avec les entreprises, qu'elles avaient des moyens de backup qui leur permettaient de compenser ce coût de l'électricité. On leur envoyait un signal, ils s'effaçaient, ils démarraient un moyen de backup, ou ils arrêtaient de produire, et du coup on gagnait 6 gigawatts de flexibilité. Aujourd'hui, en 2012, on est aux alentours de 2500 MW, 2,5 gigawatts, et donc on voit qu'on a été divisé quasiment par 3, divisé quasiment par 3 ce gisement. Malgré des efforts qui ont été faits pour lancer des nouveaux contrats, pour essayer de restaurer de l'effacement. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça baisse. Alors qu'encore une fois, on sent que ça va augmenter, que la demande va augmenter. Alors pourquoi Parce que d'abord le signal prix, alors d'une part, c'est le moyen de backup sont très chers en réalité pour les entreprises. Le prix du fuel est important et l'entretien de ces machines est important. Donc ce qui fait que l'incitation tarifaire qu'on doit y mettre est très importante. Et cette incitation tarifaire elle-même
est baissé du fait qu'on a une décorrélation. Avant, on avait une incitation tarifaire qui portait à la fois sur la part transport, enfin la part acheminement du courant, et à la fois sur la partie production du courant. Et depuis la réorganisation des tarifs régulés de vente, on est arrivé à la part variation sur le prix de l'électricité n'est plus que sur la part production, qui ne représente que 30% de la facture totale de l'électricité. Du coup, le signal prix devient très faible. Du coup, l'industriel n'a aucun intérêt à aller... le moyen de backup étant cher, il n'a aucun moyen d'aller vers le moyen de backup. C'est lié en fait à la structure tarifaire qui a été mise en place lors de la dérégulation du marché de l'électricité. Voilà. Alors, ça conduit à ça. Il me reste que 15 minutes. Bah, très bien, il me reste pas trop de transparent. On a notre deuxième gisement qui était très très intéressant, c'était nos ballons d'eau chaude. Alors nos ballons d'eau chaude, ils ont aujourd'hui ils vivent sur un certain nombre de menaces liées aux réglementations thermiques. Les réglementations thermiques sont basées essentiellement sur une consommation d'énergie primaire et on tente de diminuer le nombre de consommations d'énergie primaire. Et donc tout ce qui était ballon à effet Joule, où c'était une bête résistance, on applique un coefficient, le fameux coefficient de 2,56, qui fait que le watt consommé dans un ballon coûte 2,56 watts en termes dans la comptabilité de régulation vis-à-vis de la régulation thermique du bâtiment. Donc les ballons, de fait, quand on veut ramener à 50 kWh par an et par mètre carré, de fait, les ballons sont pénalisants par rapport à une chaudière au gaz. C'est mathématique. Donc de fait, il y a de moins en moins de ballons d'installer. Donc de fait, on a moins en moins de flexibilité. Et du coup, le potentiel qui permet de réguler, de donner la flexibilité au système électrique, il est en train de s'écrouler. Il y a d'autres réglementations thermiques qui sont en discussion aujourd'hui, qui menacent aussi tout ce qui est fait Joule sur l'électricité. Donc du coup, tous ces systèmes qui permettaient de faire d'absorber les pics de production, tous ces systèmes contribuaient, sont en train de diminuer. Il y a une dernière menace aujourd'hui, c'est aussi la problématique de la désindustrialisation. S'il y en a moins d'électro-intensifs en France, on a moins d'usines pour faire passer les contrats EJP. Et donc du coup, voilà, on a de fait aussi ces contrats-là qui disparaissent. Pour résumer, si le truc il marche, voilà. On va avoir d'un côté un producteur, un système électrique avec des productions qui ont des pics de plus en plus hauts et de plus en plus intermittents, on va dire. Mais ce n'est pas seulement le problème qu'ils sont intermittents, c'est le problème de la prévisibilité. La marée motrice, c'est intermittent, mais on sait exactement quand sont les marées. Ce n'est pas le problème de l'ENR, c'est vraiment le problème de c'est pas prévu et c'est très profond et on ne sait pas bien dire quand et ce n'est pas corrélé avec la consommation. Ça va demander plus de flexibilité à la production, donc les moyens de backup. Les moyens de backup, c'est des centrales au gaz ou des centrales au fioul ou des centrales au charbon. Et donc le dossier que propose d'ouvrir le Shift, c'est de travailler sur la demande, et expliquant la demande, et sur le diffus, et sur l'habitat, donc sur des petites parties du problème. Alors que peut faire le consommateur finalement aujourd'hui? Alors, le consommateur, il peut jouer sur sa demande électrique, soit en décalant son usage. Vous faites tourner votre machine à laver la nuit, votre sèche-linge la nuit. Là, on a joué sur l'usage. Il peut stocker l'énergie, soit sous forme électrique, soit sous forme d'énergie utile. Le ballon d'eau chaude, c'est sous forme d'énergie utile. Je stocke mon eau chaude et je l'utilise plus tard. Tout ça, ça ne sera possible dans un système comme ça qui est peu prévisible que si on met en place des discussions entre l'acteur et le système électrique pour dire voilà, là ça produit pas, là il y a du courant, là il n'y en a pas, là il y a de la tension sur le système, là il n'y en a pas, etc., etc. Et là je te facture différemment ou pas à ce moment-là. Alors si on regarde un peu plus en détail, est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens techniques pour faire? Est-ce que c'est une pure folie? Sur le stockage d'électricité, oui, on peut stocker de l'électricité avec des batteries. Pensons soit des batteries de base, de voiture, la batterie plomb-acide, ça coûte pas cher, on sait faire, tout ça techniquement on sait faire. Une batterie de plomb voiture, ça coûte pas très très cher en tout cas.
Les batteries de démarrage actuelles, pas les lithium-ion. Mais on peut penser au lithium-ion des voitures qu'on aura acheté de toute façon pour nos voitures électriques, ou pour des flottes captives, ou de petits industriels. Donc on a moyen de stocker de l'électricité. Est-ce qu'on peut stocker l'énergie utile? Bah oui, on sait faire des boucles d'eau chaude. Il y a déjà des chauffages à boucles d'eau chaude qui existent. Les bâtiments industriels, les bâtiments de bureaux sont chauffés dans un grand nombre avec de la boucle d'eau chaude. Ils peuvent même être climatisés avec ce genre de système. On peut utiliser le chauffage à inertie, qui existait beaucoup il y a quelques années, mais qui est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. On a le ballon d'eau chaude sanitaire, toujours, hein, qui existe. Donc on sait stocker de la chaleur. Est-ce qu'on peut décaler nos usages? Alors ça, c'est plus compliqué. Allez vous demander de faire tourner votre machine à laver la nuit. Si vous êtes en pavillon avec un programmateur, vous accepterez de le faire. Si vous êtes en appartement dans Paris, le cycle essorage à 4 heures du matin, vous n'allez peut-être pas apprécier. Donc ça, c'est plus compliqué. Il y a des problématiques qui sont vraiment locales. Et dès qu'on touche aux usages, c'est plus simple. Et est-ce qu'on a des ensembles communicants? Ben oui. En fait, on est en train de les installer. Linky va être déployé, alors je ne sais jamais si c'est 2017, 2020, enfin c'est 2030, ça sera déployé sur les 35 millions de points de livraison. Mais on a aussi d'autres moyens alternatifs, l'Energy Box, on a plein de producteurs, plein d'industriels qui sont capables aujourd'hui de faire des moyens communicants et de vous dire à chaque instant quel est l'état du réseau, vous envoyez un signal et gérer votre consommation. Donc finalement, le problème, techniquement, il semble on peut le résoudre. Mais on a plein d'autres questions derrière. Il y a plein d'autres questions. Ces moyens de backup, ces moyens de flexibilité, comment on va réduire leurs coûts, donc ça c'est ce qu'on va instruire. Et comment introduire les flexibilités, le contenu CO2 des flexibilités. Quels leviers sont pertinents économiquement? Il me reste 15 minutes, mais c'est plus que j'en ai besoin, j'en suis à mon dernier transparent. Quel coût économique on est prêt à mettre là-dedans et quels sont ceux qui sont pertinents par rapport à des moyens de stockage massifs, des steppes, on peut imaginer plein de choses, des grosses batteries, des trucs, il y a des technologies, il y en a. Et puis finalement, comment dynamiser leur développement, puisqu'on voit qu'on a les technologies, mais elles n'arrivent pas à avancer. Probablement pour des raisons économiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a sûrement plein d'autres choses à regarder. Voilà, c'est ça le dossier qu'on va ouvrir. Voilà, si vous avez des questions. Bonjour, André-Jean Guérin, conseiller économique, social et environnemental. Quelles informations économiques vont être transportées par le futur compteur intelligent qu'on nous promet? Et quelle utilité par rapport aux questions que vous vous posez? Alors, je vais avoir du mal à répondre aux questions techniques comme celle-là, parce qu'on est au début. Je saurais répondre quand on aura fini le dossier. Des signaux d'ailleurs, en français, des signaux qui sont transmis par le réseau et qui peuvent être intégrés par le compteur, on sait déjà le faire, puisqu'en fait, le compteur en pleine de creuse, on sait le faire. Donc ça pose pas de difficulté technique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que Linky pourra transporter. Après, qu'est-ce qu'il pourra ramener comme information économique sur le profil de consommation, etc. Je ne sais pas répondre aujourd'hui. Faut poser la question à EDF, on est en train de l'instruire avec EDF. Je sais concrètement. Après, il y a plein d'autres sujets sur la confidentialité des données, etc. qui vont derrière. Bonjour, Chantal Degan, EDF. Moi, je pense que c'est intéressant, les questions que vous avez là posées. Pour moi, il y en a deux autres qui sont de quelle flexibilité a besoin le système énergétique de demain? Comment les caractériser? Est-ce que c'est de l'aléa? Est-ce que c'est de la variabilité? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on les valorise, que ce soit du côté production, côté demande? Oui. C'est pas vraiment une question. Je lance aussi les deux questions pour voir comment vous pouvez réagir dans la salle. Mais moi, il me semble que c'est important de caractériser ces flexibilités. Vous avez présenté des flexibilités qui avaient des caractéristiques différentes. Qu'est-ce que j'entends par caractéristiques? C'est le délai de préavis, la durée de la flexibilité, la profondeur, etc., etc. Oui, pour préciser, on a besoin de flexibilités qui peuvent être sur du très court terme, mais aussi on a des flexibilités hebdomadaires, voire saisonnières.
Tout ça, c'est des flexibilités différentes. Donc ça, c'est le travail qu'on a encore en cours, qu'on ouvre, savoir sur quels créneaux on se met. Je pense que la saisonnière, on l'écartera parce que c'est un autre problème, c'est les suivis de charge, c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on reste sur est-ce que l'hebdomadaire, on la prend en compte ou pas? Alors l'hebdomadaire, c'est quoi? C'est le fait que le week-end, il y a moins d'activité économique. Et donc, le week-end, forcément, si on est sur des ENR, on produit toujours autant alors qu'on a moins de besoins. Donc, comment on fait, enfin, sur des ENR tels que le photovoltaïque et l'éolien, encore une fois, toutes les ENR ne sont pas comme ça. Et donc là, du coup, il y a une problématique hebdomadaire sur l'électricité. Et il y a l'infra hebdomadaire sur la journée où il faut regarder sur comment est-ce qu'on prend l'hebdomadaire ou pas. Je pense qu'on se prendra la journée, c'est sûr, mais l'hebdomadaire, il faudra qu'on regarde. Cela, par contre, c'est compliqué au niveau de l'habitat et du diffuse. Jouer sur une semaine, ça demande des moyens de stockage qui sont énormes et c'est très compliqué. Voilà. Oui. Dans un horizon de 2030 qui est le vôtre, comment vous intégrez éventuellement la flexibilité de l'autoproduction, autoconsommation? Alors, je ne vais pas rentrer de l'autoproduction. En fait, on va regarder un peu les besoins avec les scénarios ADEME. Comme je vois aujourd'hui, on va se baser sur soit scénario ADEME, soit scénario RTE nouveau mix, qui est quand même pas très éloigné. Et on va regarder les leviers possibles. Je dirais que ça va nous permettre de dimensionner dans quel champ on va travailler en termes de flexibilité et d'aléas de production, ces scénarios-là. Après, on va dégager de ça des leviers. Mais la mise en œuvre, la quantification de ces leviers va dépendre de où effectivement on est, et notamment sur l'autoproduction, qui, elle, introduit une autre difficulté, qui est la structure du réseau. Comme on l'a vu au début, la structure réseau, le réseau n'étant pas maillé au niveau du point de distribution, on a les retours d'énergie, la gestion de tous ces retours d'énergie est quand même une autre problématique qu'il faut prendre en compte aussi pour cet aspect cette partie flexibilité. Si on ne peut pas l'envoyer à l'autre bout du monde, l'électricité. Oui, ma question elle est relativement simple. Dans ce qu'on a vu, en fait, on travaille essentiellement sur la flexibilité, donc on essaye de faire que la demande soit plus régulière, quoi, globalement. Par contre, on ne travaille pas vraiment sur des scénarios, enfin je ne l'ai pas compris comme ça, par rapport à ce qu'on a au premier exposé qu'on a vu ce matin, où on voit que quand même il y a des problèmes dans l'avenir à suivre justement l'équilibre entre consommation et production. On ne travaille pas du tout dans le sens de baisser la demande. Et parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de choses qui peuvent être possibles. Moi, je ne sais pas, je pense que peut-être qu'on en parlera cet après-midi, mais Gaël Giraud, dans son livre, explique bien qu'il y a des possibilités, enfin en tout cas il l'évoque, de mettre des choses en commun, ce qui ne se fait pas aujourd'hui au niveau européen, pour justement diminuer, je dirais, la demande générale de production qui augmente, qui ne cesse d'augmenter, et qu'il faudrait essayer quand même de venir vers une certaine sobriété. Voilà. Est-ce que je suis bien fait? Oui. Alors, je réfléchis tout haut, parce qu'encore une fois, on débute le travail. Donc, il me semble que la question du volume d'énergie et la question du déséquilibre sont deux questions qui sont légèrement différentes. D'une part, parce que supposons qu'on n'ait que 6 000 MW de consommation en France. Et donc on a bien baissé la demande, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là, on est plutôt autour de 100 000 MW. Alors je vais essayer de retrouver le graphique pour illustrer. Il va arriver. Voilà. Supposons qu'on ait que 6 000 MW notre pic de consommation, au lieu d'être à 100 000 MW, il est à 6 000. Le problème de flexibilité, il est encore plus important. Donc la question du volume, alors que s'il est à 100 000 et qu'on a une intermittence sur seulement 6 000, le problème de flexibilité est quasiment inexistant. Donc en fait, la question du volume et la question du déséquilibre sont deux questions qui me semblent différentes. Au premier ordre. Au deuxième ordre, probablement pas. Mais au premier ordre, certainement.
Oui, Jean-Guillaume Péladan, directeur des investissements d'avenir à l'ADEME. Juste une remarque et une question. Donc, merci pour cet exposé très clair. Pour nous, effectivement, il y a des enjeux énormes dans les tarifs intelligents. Je dis souvent, pour faire des réseaux électriques intelligents, il faut avoir des tarifs intelligents. Donc là, il y a un levier énorme, comme vous l'avez montré. Il y a aussi un levier énorme sur le marché de capacité qui émergera ou pas. Et la question, c'est est-ce que vous allez creuser dans votre démarche sur ce qui se fait aujourd'hui en France, où on a quand même une vingtaine de démonstrateurs sur grandeur nature, dont 80% sont financés par l'ADEME à travers les investissements d'avenir, où on teste typiquement ce type de problématique à une échelle taille réelle? La réponse est simple, oui. Merci. Moi, j'avais une remarque plus qu'une question, qui était de dire qu'en fait, là, on a une première illustration du lien entre les deux premiers exposés de la matinée. Bah oui, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas aborder cette question-là sans savoir à quoi ressemble la consommation électrique globale, à quoi ressemble ce qui se passe ailleurs dans le réseau, et par ailleurs, sans réfléchir un peu microéconomie. Parce que si on se rend compte qu'un déploiement qui est techniquement faisable, parce que techniquement, il y a des tas de trucs qui sont faisables. Techniquement, on peut araser une partie des Alpes, noyer une partie des vallées, mettre des steppes partout avec l'eau de la Méditerranée. Enfin, techniquement, on peut faire des tas de trucs. Si on se rend compte en cours de démarche que la contrepartie économique fait que le coût par ménage français pour aboutir à un système qui permet de stocker l'électricité, etc., c'est 250 000 €, on va se dire, bon, physiquement c'est possible, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, c'était juste une remarque pour dire que dès cette approche-là, on voit que le fait de travailler de manière très très avancée sur un angle, en n'ayant absolument pas couvert le reste du spectre, fait courir un risque fort de rentrer dans quelque chose où on se rendra compte, après un travail long et intéressant, qu'il y a des angles morts qui rendent le truc difficile à exploiter. Oui, purement théorique, tout à fait. Difficile à exploiter dans la pratique, je préfère. C'est pour l'enregistrement. Bonjour, Christophe Mangeant du CEA INES. Comme je travaille un petit peu sur la partie photovoltaïque, j'aimerais savoir si les bonnes volontés bénévoles sont encore admises dans le cadre de ce projet ou pas. Les bonnes volontés sont toujours admises. Merci. Michel Lepetit du Shift. Juste une remarque et une question. La remarque, c'est qu'il y a un rapport qui est sorti récemment sur le réseau électrique américain au président Obama, sur l'impact climatique. Donc en fait, notre sujet il boucle aussi un peu sur cette dimension-là, c'est les disruptions de système. J'ai en tête que le chiffre n'est pas élevé, puisqu'en termes de PIB perdu, ils évaluent entre 18 et 36 milliards par an depuis 2005 les événements climatiques. Donc c'est pas colossal à l'échelle américaine, mais c'est quand même sensible. Surtout dans le rapport, je vous invite à lire, on voit que le nombre d'événements, là, en nombre, ne cesse d'augmenter. Un événement pour eux, c'est 50 000 individus qui perdent l'accès au courant. Donc ça, c'est une remarque. La question, c'est, on a une expérience quand même en France, notamment sur les tarifs bleu, blanc, rouge, régulés et autres, qui est quand même assez vieille. Ça fait des dizaines d'années. Enfin, quand j'étais petit, ça existait déjà. Donc, on en a tiré des conclusions et on voit que ça permet de temps en temps d'infléchir le comportement des clients ou le prix trop bas fait que de toute façon. Encore une fois, je suis désolé, comme au tout début, on n'a pas encore les réponses. Ce qui est certain, c'est que EDF a fait depuis des années des travaux sur le signal prix, mais pas que. Il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été faites avec l'ADEME, EDF, il y a tout un tas d'expérimentations en cours. Donc on est sûr, je suis convaincu qu'on a une bibliographie importante et une base documentaire qui nous donnera beaucoup de réponses sur ces sujets-là. Et que la vraie question, ça va être plutôt de regarder de manière transverse cette question-là avec tous les autres aspects. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles, qui effectivement existaient avant. On pense au tarif tempo, le tarif tempo, qui avant était ce qu'on imagine tous comme étant aujourd'hui, c'est vu comme le truc d'avenir. Sauf que c'est le truc qui existait il y a 10 ans et qui a été abandonné.
Alors tarif tempo, c'était quoi? C'était on vous prévenait la veille en vous disant là le courant à cette période-là de la journée, il va être super cher, ne l'utilisez pas. Ou utilisez-le moins. Et ce tarif tempo a été abandonné lors du changement de la politique tarifaire dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'incitation prix devenait trop faible pour donner un signal prix au client. Du fait que la part transport est devenue fixe. Donc on voit que les dimensions, des solutions, encore une fois, les solutions technologiques qui existent, il y en a plein. Et le tarif tempo, on n'avait pas besoin de milliards d'ordinateurs, et c'était un truc tout simple. Toutes ces choses-là ont existé, et ça a été abandonné pour d'autres raisons. Et c'est aussi toutes ces autres raisons qu'il faut réfléchir. C'est pourquoi on n'est pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner ces difficultés-là. Parce que si ça a été abandonné, c'est qu'il y avait des difficultés. Et ces difficultés sont forcément, ça m'étonnerait qu'on a abandonné par pure bêtise. On a abandonné parce qu'il y avait une raison. Et comment contourner cette raison? Oui, une remarque et peut-être une question un peu pédante, donc je m'en excuse, mais quand même. Dans ces discussions, il y a toujours à un moment donné le stockage par batterie qui arrive. Et est-ce qu'il ne faut pas considérer ça vraiment comme un truc qui n'aura pas lieu, un avenir prévisible, pour une raison de physique fondamentale? C'est des processus physico-chimiques dont il est question, donc on peut espérer une fraction d'électron-volt par maille de réseau atomique. Donc ça dépend de la taille des atomes. La taille des atomes, c'est la constante de Planck, et ça, on ne la changera pas. Donc si on veut faire du stockage de masse, c'est-à-dire de grandes quantités d'énergie qu'on veut stocker dans les batteries, c'est tout de suite des quantités de matière gigantesques, énormes. Donc ça n'aura jamais lieu en l'état actuel des connaissances. Donc est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser tout simplement de ça, dire c'est bon pour des usages spécifiques, mais pour lisser ce genre de trucs, si on développe beaucoup des choses intermittentes, ça ne marchera pas. Il y a d'autres pistes, il y a l'hydrogène, il y a ce qu'on veut, il y a les steppes, il y a tout ce qu'on veut. Mais ça, est-ce qu'il ne faut pas l'évacuer de la discussion, en tout cas à un avenir prévisible? Alors là, tu vas mettre la révolution dans la salle. Je ne sais pas. Je sais pas, il y a des gens qui disent que les batteries, c'est l'avenir et qu'il suffit de faire de la recherche et on va résoudre le problème des batteries. Et il y en a qui disent que non et que de toute façon, ça sera trop cher. Aujourd'hui, il y a vraiment, quand on discute avec les gens, il n'y a pas consensus. Donc on va discuter avec tout le monde, puis on verra bien ce qui en sortira. Mais... Oui, Pierre Grison, donc j'interviens en tant qu'ancien EDF. Je suis content de cette intervention parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des choses qui sont physiquement irréalistes, donc c'est pas la peine, je veux dire, de faire rêver là-dessus. De même que sur les steppes, si on additionne aujourd'hui l'ensemble des capacités des différentes steppes en France, c'est-à-dire du stockage hydraulique, on arrive à moins d'une journée de consommation de la consommation électrique française. Donc je veux dire, c'est pas à l'échelle des problèmes. Et donc je crois que si on veut faire quelque chose, il faut rester dans des solutions réalistes. Effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de passer par des intermédiaires du type, alors est-ce que ça sera l'électrolyse, est-ce que ça sera la méthanisation, la méthanation, et bon, il y a des cycles effectivement qui, en passant par des corps chimiques intermédiaires qui font qu'effectivement on peut trouver des solutions, mais aujourd'hui ces solutions n'existent pas vraiment. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais intervenir. Le deuxième point c'est sur la flexibilité des usages. Je crois qu'il faut voir que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on met à disposition des consommateurs. Aujourd'hui, par exemple, là, on commence à voir maintenant des chaudières hybrides au sens où c'est pompe à chaleur gaz et qui peuvent passer instantanément d'un mode de chauffage à l'autre. Et des choses comme ça, aujourd'hui, c'est encore, je veux dire, expérimental, c'est encore très peu utilisé, mais je pense que c'est des choses qui peuvent aider beaucoup à la flexibilité. Donc je pense qu'il y a une recherche à faire dans ce domaine-là pour justement qu'on puisse s'adapter à de telles courbes de charge. Oui, alors là, je ne suis pas rentré dans le détail du travail. On a commencé par regarder quelle technologie était disponible et serait disponible en 2030 de manière raisonnable au dire des constructeurs et installable massivement. Parce que voilà, donc c'était ça. Donc on a fait une revue de toutes les technologies et on a abouti à un certain nombre de technologies qui permettent de décaler l'utilisation ou de s'adapter à cette intermittence.
Alors pour revenir sur les pompes à chaleur et les chaudières gaz, oui, c'est bien, mais encore une fois, là on va toucher, on diminue le niveau de consommation. Bah si, puisque si on fait du gaz, ou alors on fait du power to gaz. Mais c'est autre chose. Peut-être que c'est ça, je sais, mais si c'est... Ou dans les périodes où c'est tendu, on fait du gaz. Ouais. Ça peut être la solution. Oui, bonjour, Séverin Fischer, BNP Paribas. Est-ce que vous pensez que les mécanismes d'effacement chez les particuliers qui sont aujourd'hui, que proposent aujourd'hui des entreprises comme Voltalis ou autres, peuvent avoir un rôle en termes de flexibilité de la demande, ou ça restera forcément marginal? C'est une première question, et j'en ai une seconde, pardon, pour revenir sur la méthanation. Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi, que la France est en train de prendre un peu de retard par rapport notamment à son voisin allemand, qui est en train de mettre en place des pilotes sur ce thème? Alors sur le retard, je ne sais pas. J'ai pas d'avis, aucun. Sur Voltalis et notamment sur les agrégateurs d'effacement, on parle de Voltalis, mais a priori il n'y a pas que celui-là. Sur Voltalis et sur les agrégateurs d'effacement, oui, ça a forcément un rôle. Ça a forcément un rôle. Et forcément, c'est pour ça que j'ai précisé les acteurs de marché au départ, et j'ai dit que les acteurs de marché, ce n'est pas seulement vendre du courant, c'est tout ce qui va avec, associé au courant. Et ça peut être du réglage de fréquence, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'effacement. On a les marchés de capacité qui arrivent en 2015. Donc toutes ces questions-là ont une influence sur ce dossier-là, bien évidemment. Et comment ils vont rentrer dans la vision économique du dossier. Comment on va financer tout ça. Et ça va tomber, on va tomber sur les marchés de capacité. C'est évident. C'est évident. Et il faut voir comment on va faire pour que le particulier bénéficie de l'intérêt du marché de capacité. S'il s'équipe en matériel, une super chaudière qui est capable de switcher l'un à l'autre, ça va lui coûter plus cher. Comment ce mécanisme se met en place? Bien, merci Alexandre. Bon.